Le couple, j'aime beaucoup, hein, c'est la première phrase qu'on a dans l'argumentaire de votre livre. On nous dit que le couple est révélateur de ce qu'est l'être humain au sein de la nature. Cette phrase m'a fait réfléchir. Oui, bien sûr. Je crois que le couple, c'est une émanation de l'environnement, de la place de l'homme dans la nature. L'accouplement régulier au cadre d'une stabilité familiale est évidemment une façon de s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire que on pense que les animaux arboricoles, par exemple, vont être plus volontiers monogames parce que c'est un peu difficile de vivre dans les arbres, d'aller d'arbre en arbre pour se nourrir, que quand on vit dans une savane où on peut délimiter un territoire et garder à ce moment-là des femmes de passage, de la promiscuité, ce qui est le cas le plus souvent chez les singes. Les singes sont nos ancêtres pour tout, mais probablement pas pour la monogamie, elle est exceptionnelle. Alors il y a des cas exceptionnels chez les grands singes. Il y a le Simyang, par exemple, qui est monogame, le Siamang, qui est comme le gibbon, qui a une propriété terrienne, qu'il gère avec une femme, un ménage, une petite famille, et qui chante d'ailleurs le matin, au réveil, il chante à la gloire de sa femelle. Il faut un beau duo, on dirait Roméo et Juliette, vous voyez, c'est pas le jour, c'est pas l'alouette, c'est le rossignol qui chante encore, etc. etc. Je vous chante l'opéra parce que c'est de grands actrices, des grands chanteurs, les Siamangs, c'est très beau. J'ai un ami qui chante comme le Siamang, c'est un spectacle qu'il ne faut pas manquer quand on a l'occasion d'être avec lui. Le titre du livre, c'était évident pour vous, Biologie du couple? Oh, pas du tout, pas du tout, parce que je pense que biologie est assez inadaptée à mon propos. J'aurais préféré peut-être, mais c'est moins éditorialement parlant, parce que j'ai écrit un jour une biologie des passions, et ça en est une explicitation. Oui. Mais c'était plutôt une histoire naturelle du couple. Voilà. L'histoire naturelle du couple, comme toutes les histoires naturelles, ça décrit les variations du mode de vie des animaux, de leurs caractéristiques anatomiques, leurs particularités, leur biologie, entre autres, leur physiologie. C'est plus englobant. La biologie, c'est un peu réducteur. C'est quand on me dit, alors l'amour, c'est de la chimie. Bien entendu que c'est de la chimie. Mais si vous vous intéressez au jeu des molécules, vous n'avez qu'une vision partielle de l'amour, vous comprenez, parce que après tout, ces molécules sont les mêmes chez tous les animaux, hein. C'est toujours quelques hormones qui sont les mêmes. La testostérone, elle est pareille chez un homme et chez un singe, donc elles ont à voir avec le pouvoir, elles ont à voir avec toutes sortes de choses, la richesse en hormones, non. Mais il ne faut jamais être réductionniste, et on ne peut pas réduire des choses qui vont se développer quelquefois dans des dimensions digne du sublime, le plus extrême, comme l'amour. Alors, l'amour, c'est le sexe, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que du sexe, mais c'est du sexe. Et c'est important, c'est pour ça qu'on peut aussi bien parler du sexe que de l'amour. Ça veut dire à peu près la même chose, mais il y a une façon de le présenter qui est différente. Ce que vous faites dans votre livre. Jean-Didier Vincent, pourquoi vous avez voulu écrire sur ce thème-là? Parce que je travaille je suis habitant de l'hypothalamus depuis que j'ai commencé des études. J'ai commencé par la lapine, où j'ai été le premier à décrire le sommeil paradoxal de la lapine, qui est un animal qui nous ramène au sexe, parce que j'ai découvert le sommeil paradoxal chez la lapine, alors qu'on pensait qu'il y avait que le chat qui présentait, ou le rat qui présentait des phases de sommeil paradoxal. C'est Jouvet, mon maître, qui l'avait décrit. Moi, j'ai travaillé sur l'ovulation chez la lapine. C'était mon sujet sur le contrôle nerveux de la science cérébrale. Et la lapine est particulière parce qu'elle a une ovulation provoquée, c'est-à-dire elle ovule quand elle baise. Voilà, donc et c'est à cette occasion que j'ai pu observer un phénomène que j'avais appelé phénomène particulier du coït, c'est qu'elle s'endort immédiatement, la lapine, elle tombe dans du sommeil paradoxal, c'est-à-dire l'atonie, les mouvements des oreilles, etc. etc. Vous voyez, donc je suis passé de la lapine au singe
assez vite, c'est un court-circuit, pour m'intéresser à certains comportements du singe et à ce qui se passait dans leur cerveau, et du singe au cerveau. Du cerveau, on revient à l'hypothalamus, qui a pour moi été un territoire extrêmement fécond, parce qu'on y trouve les grands centres régulateurs des grands comportements, comme la faim, la soif, la reproduction, etc., etc. C'est qui a été mon domaine de prédilection, sur lequel, ce qui m'a permis d'écrire Biologie des passions, puisque les passions, c'est pour moi tout ce que va éprouver l'animal ou l'humain, et ce qui gouvernera quand même, en deuxième intention, ses comportements. Il agit en fonction de ce qu'il éprouve, l'animal. Et ce qu'il éprouve, c'est quelque chose qu'on peut appeler passion. C'est la faim, la soif, la souffrance, le plaisir, tout ce qui gouverne nos actions et nos actes. Jean-Didier Vincent, un grand merci pour cet entretien au sujet de biologie du couple. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Non, mais je pense que j'espère que mon livre apportera des satisfactions ou des réponses, tout au moins, avec lesquelles mon lecteur ne sera peut-être pas toujours d'accord. Quelque chose qui occupe, un état qui occupe pratiquement, je ne veux pas fixer de chiffres, mais l'immense majorité, je dirais presque toute la population animale, qui ne pense finalement qu'à ça. Ce sera le mot de la fin. J'aime beaucoup. Jean-Didier Vincent, un grand merci. Le titre de votre livre Biologie du couple aux éditions Robert Laffont, depuis le 23 mars dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie.